Bonjour. Pour l'agrégation Montesquieu dans les œuvres complètes de l'esprit des lois, chapitre 3, des lois positives. Sitôt que les hommes sont en société, ils perdent le sentiment de leur faiblesse. L'égalité qui était entre eux cesse et l'état de guerre commence. Chaque société particulière vient à sentir sa force, ce qui produit un état de guerre de nation à nation. Les particuliers dans chaque société commencent à sentir leur force. Ils cherchent à tourner en leur faveur les principaux avantages de cette société, ce qui fait entre eux un état de guerre. Ces deux sortes d'états de guerre font établir les lois parmi les hommes. Considérés comme habitants d'une si grande planète qu'il est nécessaire qu'il y ait différents peuples, ils ont des lois dans le rapport que ces peuples ont entre eux. Et c'est le droit des gens, considérés comme vivants dans une société qui doit être maintenue. Ils ont des lois dans le rapport qu'ont ceux qui gouvernent avec ceux qui sont gouvernés, et c'est le droit politique. Ils en ont encore dans le rapport que tous les citoyens ont entre eux, et c'est le droit civil. Le droit des gens est naturellement fondé sur ce principe, que les diverses nations doivent se faire dans la paix, le plus de bien, et dans la guerre, le moins de mal qu'il est possible, sans nuire à leurs véritables intérêts. L'objet de la guerre, c'est la victoire. Celui de la victoire, la conquête. Celui de la conquête, la conservation. De ce principe et du précédent doivent dériver toutes les lois qui forment le droit des gens. Toutes les nations ont un droit des gens, et les Iroquois même, qui mangent leurs prisonniers, en ont un. Ils envoient et reçoivent des ambassades, ils connaissent des droits de la guerre et de la paix. Le mal est que ce droit des gens n'est pas fondé sur les vrais principes. Outre le droit des gens qui regarde toutes les sociétés, il y a un droit politique pour chacune. Une société ne saurait subsister sans un gouvernement. La réunion de toutes les forces particulières, dit très bien Gravina, forme ce qu'on appelle l'État politique. La force générale peut être placée entre les mains d'un seul ou entre les mains de plusieurs. Quelques-uns ont pensé que la nature ayant établi le pouvoir paternel, le gouvernement d'un seul était le plus conforme à la nature. Mais l'exemple du pouvoir paternel ne prouve rien, car si le pouvoir du père a du rapport au gouvernement d'un seul, après la mort du père, le pouvoir des frères, ou après la mort des frères, celui des cousins germains, ont du rapport au gouvernement de plusieurs. La puissance politique comprend nécessairement l'union de plusieurs familles. Il vaut mieux dire que le gouvernement le plus conforme à la nature est celui dont la disposition particulière se rapporte mieux à la disposition du peuple pour lequel il est établi. Les forces particulières ne peuvent se réunir sans que toutes les volontés se réunissent. La réunion de ces volontés, dit encore très bien Gravina, est ce qu'on appelle l'état civil. La loi, en général, est la raison humaine en tant qu'elle gouverne tous les peuples de la terre. Et les lois politiques et civiles de chaque nation ne doivent être que les cas particuliers où s'applique cette raison humaine. Elles doivent être tellement propres au peuple pour lequel elles sont faites que c'est un très grand hasard si celles d'une nation peuvent convenir à une autre. Il faut qu'elles se rapportent à la nature et au principe du gouvernement qui est établi ou qu'on veut établir. Soit qu'elles le forment, comme font les lois politiques, soit qu'elles le maintiennent, comme font les lois civiles. Elles doivent être relatives au physique du pays, au climat glacé, brûlant ou tempéré, à la qualité du terrain, à sa situation, à sa grandeur, au genre de vie des peuples, laboureurs, chasseurs ou pasteurs. Elles doivent se rapporter au degré de liberté que la Constitution peut souffrir, à leur religion des habitants, à leur inclination, à leur richesse, à leur nombre, à leur commerce, à leurs mœurs, à leur manière. Enfin, elles ont des rapports entre elles. Elles en ont avec leur origine, avec l'objet du législateur, avec l'ordre des choses sur lesquelles elles sont établies. C'est dans toutes ces vues qu'il faut les considérer.
le livre 3e des principes des 3 gouvernements, chapitre 3, du principe de la démocratie. Il ne faut pas beaucoup de probité pour qu'un gouvernement monarchique ou un gouvernement despotique se maintienne ou se soutienne. La force des lois, dans l'un, le bras du prince toujours levé dans l'autre, règle ou contiennent tout. Mais dans un État populaire, il faut un ressort de plus, qui est la vertu. Ce que je dis est confirmé par le corps entier de l'histoire et est très conforme à la nature des choses, car il est clair que dans une monarchie où celui qui fait exécuter les lois se juge au-dessus des lois, on a besoin de moins de vertu que dans un gouvernement populaire, où celui qui fait exécuter les lois sent qu'il y est soumis lui-même et qu'il en portera le poids. Il est clair encore que le monarque, qui par mauvais conseil ou par négligence cesse de faire exécuter les lois, peut aisément réparer le mal. Il n'a qu'à changer de conseil ou se corriger de cette négligence même. Mais lorsque dans un gouvernement populaire les lois ont cessé d'être exécutées, comme cela ne peut venir que de la corruption de la République, l'État est déjà perdu. Ce fut un assez beau spectacle dans le siècle passé de voir les efforts impuissants des Anglais pour établir parmi eux la démocratie. Comme ceux qui avaient part aux affaires n'avaient point de vertu, que leur ambition était héritée par le succès de celui qui avait le plus osé, que l'esprit d'une faction n'était réprimé que par l'esprit d'une autre, le gouvernement changeait sans cesse, le peuple étonné cherchait la démocratie et ne la trouvait nulle part. Enfin, après bien des mouvements, des chocs et des secousses, il fallut se reposer dans le gouvernement même qu'on avait proscrit. Quand Sylla voulut rendre à Rome la liberté, elle ne put plus la recevoir, elle n'avait plus qu'un faible reste de vertu. Et comme elle en eut toujours moins, au lieu de se réveiller après César, Tibère, Caius, Claude, Néron, Domitien, elle fut toujours plus esclave. Tous les coups portèrent sur les tyrans, aucun sur la tyrannie. Les politiques grecs qui vivaient dans le gouvernement populaire ne reconnaissaient d'autre force qui pût les soutenir que celle de la vertu. Ceux d'aujourd'hui ne nous parlent que de manufacture, de commerce, de finance, de richesse et de luxe même. Lorsque cette vertu cesse, l'ambition entre dans les cœurs qui peuvent la recevoir et l'avarice entre dans le tous. Des désirs changent d'objet, ce qu'on aimait, on ne l'aime plus. On était libre avec les lois, on veut être libre contre elles. Chaque citoyen est comme un esclave échappé de la maison de son maître. Ce qui était maxime, on l'appelle rigueur. Ce qui était règle, on l'appelle gêne. Ce qui était attention, on l'appelle crainte. C'est la frugalité qui est l'avarice, et non pas le désir d'avoir. Autrefois, le bien des particuliers faisait le trésor public, mais pour lors, le trésor public devient le patrimoine des particuliers. La République est une dépouille, et sa force n'est plus que le pouvoir de quelques citoyens et la licence de tous. Chapitre 10. Différence de l'obéissance dans les gouvernements modérés et dans les gouvernements despotiques. Dans les États despotiques, la nature du gouvernement demande une obéissance extrême. Et la volonté du prince, une fois connue, doit avoir aussi infailliblement son effet qu'une boule jetée contre une autre doit avoir le sien. Il n'y a point de tempérament, de modification, d'accommodement, de termes, d'équivalent, de pourparler, de remontrance, rien d'égal ou de meilleur à proposer. L'homme est une créature qui obéit à une créature qui veut. On n'y peut pas plus représenter ses craintes sur un événement futur qu'excuser ses mauvais succès sur le caprice de la fortune. Le partage des hommes comme des bêtes y est l'instinct, l'obéissance, le châtiment. Il ne sert de rien de opposer les sentiments naturels, le respect pour un père, la tendresse pour ses enfants et ses femmes, les lois de l'honneur, l'état de sa santé. On a reçu l'ordre et cela suffit. En Perse, lorsque le roi a condamné quelqu'un, on ne peut plus lui en parler ni demander grâce. S'il était ivre ou hors de sens, il faudrait que l'arrêt s'exécutât tout de même. Sans cela, il se contredirait. La loi ne peut se contredire. Cette manière de penser y a été de tout temps. L'ordre que donna Assuérus d'exterminer les Juifs, ne pouvant être révoqué, ont pris le parti de leur donner la permission de se défendre.
Il y a pourtant une chose que l'on peut quelquefois opposer à la volonté du prince, c'est la religion. On abandonnera son père, on le tuera même si le prince l'ordonne, mais on ne boira pas de vin s'il le veut et s'il l'ordonne. Les lois de la religion sont d'un précepte supérieur, parce qu'elles sont données sur la tête du prince comme sur celle des sujets. Quant au droit naturel, il n'en est pas de même, le prince est supposé n'être plus un homme. Dans les États monarchiques et modérés, la puissance est bornée par ce qui en est le ressort, je veux dire l'honneur qui règne. Comme un monarque sur le prince et sur le peuple, on n'ira point lui alléguer les lois de la religion à un courtisan se croirait ridicule. On lui alléguera sans cesse celle de l'honneur. De là résultent des modifications nécessaires dans l'obéissance. L'honneur est naturellement sujet à des bizarreries, et l'obéissance les suivra toutes. Quoique la manière d'obéir soit différente dans ces deux gouvernements, le pouvoir est pourtant le même. De quelque côté que le monarque se tourne, il emporte et précipite la balance et est obéi. Toute la différence est que dans la monarchie, le prince a des lumières et que les ministres y sont infiniment plus habiles et plus rompus aux affaires que dans l'état despotique. Livre 8e de la corruption des principes des trois gouvernements. Chapitre 1er, idée générale de ce livre. La corruption de chaque gouvernement commence presque toujours par celle des principes. Chapitre 2 de la corruption du principe de la démocratie. Le principe de la démocratie se corrompt non seulement lorsqu'on perd l'équilibre, l'esprit d'égalité, mais encore quand on prend l'esprit d'égalité extrême et que chacun veut être égal à ceux qu'il choisit pour lui commander. Pour lors, le peuple, ne pouvant souffrir le pouvoir même qu'il confie, veut tout faire par lui-même, délibérer. Pour le Sénat, exécuter. Pour les magistrats, et dépouiller tous les juges. Il ne peut y avoir de vertu dans la République. Le peuple veut faire les fonctions des magistrats, on ne les respecte donc plus. Les délibérations du Sénat n'ont plus de poids. On n'a donc plus d'égard pour les sénateurs et par conséquent pour les vieillards. Que si l'on n'a pas du respect pour les vieillards, on n'en aura pas non plus pour les pères. Les maris ne méritent pas plus de déférence, ni les maîtres plus de soumission. Tout le monde parviendra à aimer ce libertinage. La gêne du commandement fatiguera comme celle de l'obéissance. Les femmes, les enfants, les esclaves n'auront de soumission pour personne. Il n'y aura plus de mœurs, plus d'amour, de l'ordre, enfin plus de vertu. On voit dans le banquet de Xénophon une peinture bien naïve d'une république où le peuple a abusé de l'égalité. Chaque convive donne à son tour la raison pourquoi il est content de lui. « Je suis content de moi, dit Charmide, à cause de ma pauvreté. Quand j'étais riche, j'étais obligé de faire ma cour aux calomniateurs, sachant bien que j'étais plus en état de recevoir du mal d'eux que de leur en faire. La République me demandait toujours quelques nouvelles sommes, je ne pouvais m'absenter. Depuis que je suis pauvre, j'ai acquis de l'autorité, personne ne me menace. Je menace les autres, je puis m'en aller ou rester. Déjà, les riches se lèvent de leur place et me cèdent le pas. Je suis un roi, j'étais esclave. Je payais un tribut à la République, aujourd'hui elle me nourrit. Je ne crains plus de perdre, j'espère d'acquérir. Le peuple tombe dans ce malheur lorsque ceux qui, il s'y confient, veulent cacher leur propre corruption, cherchent à le corrompre. Pour qu'ils ne voient pas leur ambition, ils ne lui parlent que de sa grandeur. Pour qu'ils n'aperçoivent pas leur avarice, ils flattent sans cesse la sienne. La corruption augmentera parmi les corrupteurs et elle augmentera parmi ceux qui sont déjà corrompus. Le peuple se distribuera tous les deniers publics et comme il aura joint à sa paresse la gestion des affaires, il voudra joindre à sa pauvreté les amusements du luxe. Mais avec sa paresse et son luxe, il n'y aura que le trésor public qui puisse être un objet pour lui. Il ne faudrait pas s'étonner si l'on voit les suffrages se donner pour de l'argent. On ne peut donner beaucoup au peuple sans retirer encore plus de lui, mais pour retirer de lui, il faut renverser l'État. Plus il paraîtra tirer davantage de sa liberté, plus il s'approchera du moment où il doit la perdre. Il se forme de petits tyrans qui ont tous les vices d'un seul. Bientôt, ce qui reste de liberté devient insupportable. Un seul tyran s'élève
et le peuple perd tout, jusqu'aux avantages de sa corruption. La démocratie a donc deux excès à éviter. L'esprit d'inégalité qui l'amène à l'aristocratie ou au gouvernement d'un seul, et l'esprit d'égalité extrême qui l'a conduit au despotisme d'un seul, comme le despotisme d'un seul finit par la conquête. Chapitre 6 du livre 8. De la corruption du principe de la monarchie. Comme les démocraties se perdent lorsque le peuple dépouille le Sénat, les magistrats et les juges de leurs fonctions, la monarchie se corrompt lorsqu'on ôte peu à peu les prérogatives des corps ou les privilèges des villes. Dans le premier cas, on va au despotisme de tous, dans l'autre au despotisme d'un seul. Ce qui perdit les dynasties de Qin et de Sui, dit un auteur chinois, c'est qu'au lieu de se borner comme les anciens à une inspection générale seule digne du souverain, les princes voulurent gouverner tout immédiatement par eux-mêmes. L'auteur chinois nous donne ici la cause de la corruption de presque toutes les monarchies. La monarchie se perd lorsqu'un prince croit qu'il montre plus sa puissance en changeant l'ordre des choses qu'en le suivant, lorsqu'il ôte les fonctions naturelles des uns pour les donner arbitrairement à d'autres, et lorsqu'il est plus amoureux de ses fantaisies que de ses volontés. La monarchie se perd lorsque le prince, rapportant tout uniquement à lui, appelle l'État à sa capitale, la capitale à sa cour et la cour à sa seule personne. Enfin, elle se perd lorsqu'un prince méconnaît son autorité, sa situation, l'amour de ses peuples, et lorsqu'il ne sent pas bien qu'un monarque doit se juger en sûreté, comme un despote doit se croire en péril. Chapitre 7, continuation du même sujet. Le principe de la monarchie se corrompt lorsque les premières dignités sont les marques de la première servitude, lorsqu'on ôte aux grands le respect des peuples et qu'on les rend de vils instruments du pouvoir arbitraire. Il se corrompt encore plus lorsque l'honneur a été mis en contradiction avec les honneurs et que l'on peut être à la fois couvert d'infamie et de dignité. Il se corrompt lorsque le prince change sa justice en sévérité, lorsqu'il met comme les empereurs romains une tête de méduse sur sa poitrine, lorsqu'il prend cet air menaçant et terrible que Commode faisait donner à ses statues. Le principe de la monarchie se corrompt lorsque des âmes singulièrement lâches tirent vanité de la grandeur que pourrait avoir leur servitude, et qu'elles croient ce qui fait que l'on doit tout au prince fait que l'on ne doit rien à sa patrie. Mais s'il est vrai, ce que l'on a vu dans tous les temps, qu'à mesure que le pouvoir du monarque devient immense, sa sûreté diminue, corrompre ce pouvoir jusqu'à le faire changer de nature, n'est-ce pas un crime de lèse-majesté contre lui ? Livre 11, chapitre 6 de la Constitution d'Angleterre. Il y a dans chaque État 3 sortes de pouvoirs. La puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens, et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil. Par la première, le prince ou le magistrat fait des lois pour un temps ou pour toujours et corrige ou abroge celles qui sont faites. Par la seconde, il fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassades, établit la sûreté, prévient les invasions. Par la troisième, il punit les crimes ou juge les différends des particuliers. On appellera cette dernière la puissance de juger et l'autre simplement la puissance exécutrice de l'État. La liberté politique dans un citoyen est cette tranquillité d'esprit qui provient de l'opinion que chacun a de sa sûreté. Et pour qu'on ait cette liberté, il faut que le gouvernement soit tel qu'un citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen. Lorsque dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n'y a point de liberté, parce qu'on peut craindre que le même monarque ou le même Sénat ne fasse des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement. Il n'y a point encore de liberté si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire, car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur. Tout serait perdu si le même homme, ou le même corps des principaux ou des nobles du peuple, exerçait ces 3 pouvoirs, celui de faire des lois,
celui d'exécuter les résolutions publiques et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers. Dans la plupart des royaumes de l'Europe, le gouvernement est modéré parce que le prince, qui a les deux premiers pouvoirs, laisse à ses sujets l'exercice du troisième. Chez les Turcs, où ces trois pouvoirs sont réunis sur la tête du sultan, il règne un affreux despotisme. Dans les républiques d'Italie, où ces trois pouvoirs sont réunis, la liberté se trouve moins que dans nos monarchies. Aussi le gouvernement a-t-il besoin pour se maintenir de moyens aussi violents que le gouvernement des Turcs, témoin les inquisiteurs d'État et le tronc où tout délateur peut à tous les moments jeter avec un billet son accusation. Voyez quelle peut être la situation d'un citoyen dans ces républiques. Le même corps de magistrature a comme exécuteur des lois toute la puissance qu'il s'est donnée comme législateur. Il peut ravager l'État par ses volontés générales, et comme il a encore la puissance de juger, il peut détruire chaque citoyen par ses volontés particulières. Toute la puissance y est une, et quoiqu'il n'y ait point de pompe extérieure qui découvre un prince despotique, on le sent à chaque instant. Merci.